Alors, imaginez un instant. Et si on pouvait gérer une économie, toute une économie, un peu comme on pilote une machine, en utilisant, et oui, les lois de la physique. C'est la promesse, assez folle il faut le dire, de ce qu'on appelle l'économie physique. Aujourd'hui, on va plonger là-dedans, on va décortiquer cette théorie et surtout la critique, mais alors la critique féroce qu'elle a provoquée. Franchement, il faut bien s'accrocher parce que c'est un vrai choc des idées qui nous attend. Tout part de cette question qui est vraiment au centre de tout. L'économie, qui par définition s'intéresse à nos choix, nos désirs, nos actions, est-ce que ça peut vraiment se résumer à une simple équation physique, comme on calculerait, je sais pas moi, la chaleur d'un moteur? C'est vraiment le cœur du débat qu'on va explorer ensemble. Allez, pour bien comprendre, commençons par planter le décor. Qui sont les acteurs de ce débat? D'un côté, on a donc les pères de cette théorie, Lyndon LaRouche, et celui qui l'a porté en France, Jacques Cheminade. Leur projet est pour le moins ambitieux. Ils veulent ni plus ni moins que de réécrire complètement les règles du jeu de la science économique. Et puis, de l'autre côté, on a un critique. C'est un blogueur anonyme du site La Liberté par principe. Et lui, il va analyser cette théorie, mais pas n'importe comment. Il va le faire en s'appuyant sur une toute autre vision du monde, celle de l'école autrichienne, une école de pensée pour qui la liberté individuelle et le choix, c'est vraiment le point de départ de toute analyse économique. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quelle est cette fameuse idée de l'économie vue comme une espèce de machine thermodynamique? Et attention, pour ces partisans, ce n'est pas juste une image, une métaphore. Non, non. Pour eux, l'économie est littéralement une branche de la science physique, un domaine où tout, absolument tout, de la production à la société entière, obéirait à des lois physiques, des lois mesurables. Cette citation, elle vient directement de leur livre. Et elle a le mérite d'être claire. Il n'y a aucune ambiguïté. Pour eux, les lois qui font tourner une machine à vapeur, par exemple, peuvent et doivent s'appliquer à toute l'économie d'un pays. C'est aussi simple et radical que ça. L'analogie qui revient tout le temps, c'est donc celle de la machine à combustion. Dans cette vision des choses, la technologie, c'est juste le moyen d'augmenter la puissance de la machine économique, en augmentant ce qu'ils appellent la densité du flux énergétique. C'est vraiment ça, le moteur de toute leur pensée. Et c'est là qu'on touche au point le plus sensible, le cœur du problème en fait, la place de l'être humain dans tout ça. Est-ce une ressource ou bien un individu? Ce tableau, il résume parfaitement le choc des visions du monde. D'un côté, l'économie physique, qui voit l'humain comme une ressource, un simple rouage dans la grande machine qu'il faut optimiser, et de l'autre, la vision du critique, où l'humain est avant tout un individu libre, dont les choix sont basés sur des désirs qui changent tout le temps et qui sont donc par nature imprévisibles. Voilà, cette citation du critique met le doigt sur le problème fondamental. Si nos désirs sont personnels, s'ils changent, s'ils sont imprévisibles, comment est-ce qu'on peut espérer les mettre en équation? Pour le critique, la réponse est simple. C'est impossible. Et c'est justement ça qui rend l'économie humaine si différente d'un problème de physique. Alors maintenant, voyons un peu comment ce modèle se comporte quand on le confronte à la dure réalité. Le critique pose une question qui paraît toute simple, mais qui est en fait redoutable. Comment on mesure l'effort humain? On peut mesurer la puissance d'un moteur en watts, ça, d'accord. Mais l'effort d'un entrepreneur qui a une idée, l'effort d'un artiste qui crée, c'est quelque chose de subjectif, de propre à chacun. Essayer de réduire ça à une unité physique pour le critique, c'est juste passer à côté de l'essentiel. Pour mesurer l'économie, la théorie de LaRouche utilise un panier de biens standard. Mais le critique pose des questions de bon sens. Qui décide de ce qu'il y a dans ce panier? Et pourquoi ce serait le même pour tout le monde alors qu'on a tous des goûts différents? Pour lui, ce n'est pas de la science, c'est un choix purement arbitraire. Et là arrive ce que le critique considère comme le coup de grâce. Réfléchissons 2 secondes. La physique, ça marche parce qu'on a des unités de mesure qui ne bougent pas. Un mètre, c'est un mètre. Point. Mais dans l'économie humaine, est-ce qu'il y a une seule chose qui soit constante? Le critique, en citant l'économiste Ludwig von Mises, répond par un non catégorique. Tout change. Absolument tout, tout le temps. Et sans un point de référence fixe, comment faire une équation qui tienne la route? C'est voué à l'échec. Alors, après toute cette analyse, quel est le verdict final de notre blogueur? Le verdict est sans appel. Pour le critique, l'économie physique, en voulant tout transformer en mécanique, en ignorant la chose la plus importante, les actions humaines, les choix. Donc, au final, ce n'est peut-être même pas une théorie économique du tout. Mais l'implication qui est peut-être la plus inquiétante, d'après le critique, elle est politique. Si l'économie est une machine, il lui faut bien un pilote, quelqu'un pour la diriger. Qui prend les commandes? En considérant les humains comme de simples pièces, ce modèle ouvre grand la porte à un planificateur central qui déciderait de tout pour tout le monde. Pour le critique, c'est tout simplement une justification à peine voilée de l'économie planifiée.
Au bout du compte, ce débat nous ramène à une question vraiment fondamentale. Est-ce qu'un modèle économique peut prétendre décrire la réalité tout en ignorant ce qui nous distingue fondamentalement des machines, notre libre arbitre? La question, elle, reste bien ouverte.